Le grand spectacle culturel de l'année a démarré depuis hier dans la Cosa avec les luttes Evala. Près d'une semaine de compétition dans une ambiance récréative pour permettre aux jeunes cabiais de prouver sa maturité. Ce dimanche, le chef de l'État, premier gardien de la tradition, a suivi les demi-finales à Tchitchao. Et puis ouverture demain du procès Hissène Habré à Dakar au Sénégal. Pour la toute première fois, un ancien chef d'État comparaît devant la justice africaine. L'ex-président tchadien est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Démarré hier et déjà à l'heure des demi-finales a sonné pour le compte des Evala 2015. Ce dimanche, deuxième jour des empoignades, ce sont les lutteurs du canton de Tchitchao qui se sont affrontés sous le regard appréciateur du chef de l'État, Faure Sadimna Nyazingbe. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou. Première demi-finale dans le canton de Tchitchao. Le chef de l'État, Faure Sadimna Nyazingbe, est arrivé sur le terrain de Kazangobio à 10h. Cette première demi-finale a opposé le village Beau en blanc contre celui de Fatou en rouge. Chez les Evala, les blancs de Beau ont battu leur adversaire de Fatou par un score de 20 contre 11. Même situation observée chez les Ahoza, les non-initiés. Les Blancs ont dominé les Rouges par 14 victoires contre 7. La seconde demi-finale s'est déroulée sur le terrain de l'école centrale de la localité. Le camp Kibelin était face à la coalition Hadilaï. Chez les Evala, Kibelin en vert a perdu face à Hazlo par 23 victoires contre 27. De Hazlo sur Kibelin, 14 points contre 4 chez les Arros. La coalition Kibelin et Hazlo affrontera celle de Bou et Fatou lundi pour le compte de la finale dans le canton de Tchitchao. Elle se déroulera toujours sur le terrain de l'école centrale.
Voilà donc pour cette journée. Le calendrier de demain, lundi, 3e jour, se présente comme suit. La finale à Chichao, la danse à Rodo, les préliminaires à Pia, mais également dans les autres cantons de la préfecture. Au-delà du respect de la tradition, les jeunes sont également appelés à contribuer au développement économique du pays. Ils sont soutenus par des mécanismes comme le FAEJ, Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes. Une initiative qui met à leur disposition toute l'expertise nécessaire pour leurs projets d'entreprise, mais également le financement. Et cette semaine, une 50aine de jeunes entrepreneurs étaient à l'école de la transformation de la viande en saucisson cuit et sec. Emmanuel Adiaklo, Rachel Aouko. Les métiers de l'alimentation animale sont diversifiés. D'après une étude, 4 à 5 000 emplois sont à pourvoir par an dans le domaine de la charcuterie-boucherie, ce qui fait de ce domaine un secteur porteur. Au Togo, ce marché est faiblement animé. Voilà pourquoi, pendant 3 jours, ces jeunes entrepreneurs du secteur de l'élevage ont été formés sur les techniques de transformation de la viande en saucisson cuit et sec. Le marché togolais n'utilise pas encore vraiment les produits frais. Et pour utiliser des produits frais, il faut qu'on transforme sur place, il faut qu'on prenne les animaux sur place et les transformer sur place. L'animal est transformé en viande, ça peut ne pas s'arrêter là. La transformation primaire, on a la viande qu'on peut consommer. On peut aller maintenant plus loin pour faire une transformation secondaire, comme les saucissons, les jambons. Le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, avec l'appui de l'ONG belge Exchange, veut ainsi amener ces jeunes à développer leurs entreprises en s'appuyant sur de nouvelles méthodes. La formation a été sanctionnée par une attestation. Nous avons pris connaissance des mécaniques de fabrication et de transformation en complet de la viande. Et donc, nous pensons que nous allons dans les processus de découverte et de recherche de partenariat afin de pouvoir la mettre en pratique. Il est désormais question pour ces récipiendaires de disposer des équipements nécessaires afin de passer à la pratique. Ils sont donc invités à élaborer des plans d'affaires pour bénéficier des différents financements mis en place par l'État. Mardi 21 juillet prochain, un navire de dernière génération portera le nom de notre pays. Un baptême voulu par les responsables du groupe Maersk Line pour témoigner leur reconnaissance par rapport aux efforts sécuritaires consentis par les autorités togolaises. En attendant cet heureux événement, petite visite guidée au sein du Maersk Line avec Adolphe Baka. Implanté sur la côte togolaise depuis 1986, le groupe Maersk Line spécialisé dans le transport maritime offre des services de transit et de la logistique. En fin 2014, ce groupe avait à lui seul plus de 42% de part de marché en ce qui concerne le trafic conteneurisé du port autonome de Lomé, ce qui fait de ce groupe le leader dans ce secteur. Pour notre activité de consignation de navires, nous utilisons les marques Maersk Line et Safmarine Container Line au Togo. Nous sommes présents également dans la logistique au Togo avec la filiale Damco qui offre des services de transit une fois que les conteneurs sont débarqués du port de Lomé vers les pays sans littoral qui utilisent bien sûr beaucoup le port de Lomé. Maersk Line, en tout cas en ce qui concerne les grands armateurs, est le champion de la fiabilité. Fiabilité de service dans l'arrivage de ces navires et dans la ponctualité de livraison de ces marchandises. Et encore, pour mieux répondre aux attentes de ses clients opérateurs économiques, Maersk Line mise beaucoup sur la qualité de service pour faire la différence avec les autres. Et c'est la philosophie de Maersk. Et nous avons beaucoup de différenciateurs en ce qui concerne nos activités au Togo. Nous avons des solutions électroniques qui permettent à nos clients de faire des réservations en ligne, de faire des confirmations en ligne, de nous envoyer des chargements d'instructions, d'aller jusqu'à imprimer les factures en ligne et de faire les paiements. C'est-à-dire que normalement, un client peut
utiliser les services de Maersk de son bureau et faire la réservation jusqu'à ce que son conteneur ne soit embarqué sur le navire. Entendu qu'aucun commerce ne peut prospérer sans la sécurité, le groupe Maersk Line reconnaît aux autorités togolaises tous les efforts consentis dans la sécurisation du territoire maritime togolais à un moment où les eaux du golfe de Guinée connaissent une sérieuse instabilité due à la piraterie et à la criminalité maritime. Notre port, si vous voyez, la nuit, quand les feux sont allumés, on a l'impression qu'il y a une deuxième ville sur la mer. Notre port est devenu un port refuge pour les navires qui fuient. Le phénomène regrettable de la piraterie maritime. Cette compagnie maritime, mieux un conglomérat danois fondé en 1904 par le capitaine Arno Peter Müller, se veut le numéro 1 mondial du transport de conteneurs, à côté d'autres services diversifiés comme la manutention portuaire, l'exploration et la production pétrolière à travers le monde. Ces bâtiments de dernière génération sont toujours conçus de manière à respecter la protection de l'environnement, surtout dans un élan de développement durable. Autre événement historique attendu demain, il s'agit de l'ouverture du procès de Hissène Habré à Dakar au Sénégal. L'exception réside dans le fait que pour la toute première fois, un ancien dirigeant va être jugé sur le continent africain. L'ex-chef d'État tchadien est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. Des sévices que les rescapés ont du mal à oublier. Paranoïa, le cœur du système Hissène Habré. 8 années de pouvoir, 82-90, au cours desquelles tout soupçon de connivence avec l'ennemi entraînait la torture ou la mort. Pour comprendre comment le dictateur tchadien empêchait son pays de respirer, il faut d'abord l'écouter parler à ses sujets, ici en décembre 89. Une nation ressoudée et unie, libre et démocratique, mobilisée et résolue à se donner les moyens de sa grandeur, de sa puissance et de son rayonnement. Un grand Tchad pour lequel l'ancien guerrier est prêt à tout. A commencer par poser une chape de plomb sur son territoire, la base d'une dictature, avec l'aide de la DDS. La direction de la documentation et de la sécurité, la police politique, le bras armé d'Hissène Habré. Une commission d'enquête, dès 92, a estimé à 40 000 le nombre de morts, à 200 000 le nombre de torturés pendant ces 8 ans. Ce fonctionnaire a subi l'horreur pendant 2 ans. Il y a des cas où on a attaché même des hommes avec le tuyau d'échappement à la bouche pour leur supprimer la vie en leur dégageant tous les gaz qui sortent du moteur. Et beaucoup de victimes comme lui sont passées par la piscine à N'Djamena, une ancienne piscine coloniale recouverte de béton, transformée en prison où chaque recoin sent la mort. Et tout est bon pour la torture et l'emprisonnement. Il faut attendre 2001 pour le savoir, pour que sortent enfin les documents de la DDS. On y comprend l'absurde. Offrir de l'eau à un rebelle présumé, obtenir une bourse pour étudier à l'étranger, mal interpréter l'hymne du parti unique, tout cela envoie vers la mort. Habré et la DDS ne laisseront aucune chance au non-respect du culte de la personnalité, et ces charniers autour de N'Djamena seront une preuve de plus de l'efficacité du régime. 25 ans plus tard, la tenue du procès en Afrique, au Sénégal, lieu d'exil du dictateur, est déjà une victoire. Les gens qui ont été jetés en prison parce qu'ils venaient de la mauvaise ethnie ou qu'ils étaient des opposants politiques sont sortis de ces prisons et depuis ont écrit l'histoire. Ce sont eux qui ont été les architectes de cette campagne pour mener leur ancien dictateur devant la justice. À Dakar, 4000 victimes seront parties civiles de ce procès historique. Et bien sûr, même un quart de siècle n'auront pas suffi à effacer leurs souvenirs du système Habré. Et pendant ce temps, c'est l'impasse totale au Burundi. Les négociations entre le pouvoir et l'opposition sont interrompues faute de représentants du camp présidentiel. Ces négociations sont donc officiellement ajournées, mais la présidentielle, elle, reste fixée au mardi 21 juillet.
L'actualité internationale de ce dimanche est également marquée par cette embuscade tendue par Al-Qaïda au Maghreb islamique aux soldats algériens. Une attaque qui aurait fait plusieurs victimes, mais les bilans sont contradictoires. AQMI parle de 14 morts et l'armée algérienne, elle, reconnaît 9 tués et 2 blessés. Algérienne, de nouveau prise pour cible par les activistes islamistes. Vendredi soir, une dizaine de soldats revient d'une opération dans la région d'Aïn Defla. La zone, située au nord du pays, est particulièrement escarpée et boisée. Le convoi tombe dans une embuscade. Les soldats sont tués. Samedi soir, dans un communiqué diffusé sur Internet, le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique l'attaque. Le communiqué qui évoque que cet attentat est une réponse aux autorités algériennes pour dire que les groupes terroristes sévissent toujours et qui sont toujours capables de porter des coups aussi durs à l'armée algérienne et aux autorités algériennes. Les militaires étaient dans la région depuis plus d'un mois pour des opérations de recherche et de ratissage. L'attaque de ce vendredi pourrait être la plus meurtrière contre des soldats de l'armée algérienne depuis plus d'un an. Dans cette lutte contre les djihadistes, l'Arabie saoudite, elle, a frappé fort. Ce week-end, le gouvernement saoudien a annoncé l'arrestation de plus de 400 membres d'une organisation liée au groupe État islamique. Un véritable coup de filet. C'est un coup de filet impressionnant et les autorités saoudiennes tiennent à le montrer. Le Royaume dit avoir interpellé 431 personnes soupçonnées d'être liées au groupe État islamique. Elles sont, pour la majorité saoudienne, leur lieu de détention est gardé secret. Les présumés terroristes ont été arrêtés sur plusieurs semaines. Ils agissaient depuis des zones de guerre à l'étranger. Ils s'apprêtaient, dit le ministère de l'Intérieur, à commettre de nouvelles attaques dans le pays, contre des mosquées et une mission diplomatique. Bilan de ces arrestations, 37 personnes tuées, y compris des membres des services de sécurité et des civils. Les autorités ont réussi à démanteler une organisation composée de petites cellules liées au groupe terroriste État islamique. Les membres du réseau opéraient sur un scénario préparé à l'étranger dans le but de semer la sédition et d'étendre le chaos dans le royaume. Des cellules qui seraient impliquées dans les attentats suicides qui avaient visé dans l'est du pays des mosquées chiites en mai dernier. Depuis ces attaques meurtrières, l'Arabie saoudite déploie tous les moyens. Les autorités incitent la population à la délation, jusqu'à 1,5 million d'euros promis à celui ou celle qui permettra d'arrêter ou de déjouer un attentat. Le Royaume craint de revivre les années ensanglantes. Sur le continent, ce sont également les djihadistes qui ont mis en ruine l'un des plus grands lieux de pèlerinage en Afrique, Tombouctou au Mali. 14 des 16 mausolées de cette ville ont été saccagés en 2012. Près de 3 ans après, certains de ces mausolées ont été reconstruits sur financement de l'UNESCO. Voilà, ça y est. C'est la fin d'un long chantier et le début d'une nouvelle vie pour les mausolées de Tombouctou. 14 des 16 tombeaux sacrés avaient été détruits par les djihadistes en 2012. Leur reconstruction était une promesse de la directrice générale de l'UNESCO. Je suis très émue parce que j'ai vu la destruction. J'ai vu combien la communauté locale tenait ces mausolées. Ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leurs identités. Et aujourd'hui, on est très fiers. Et c'est notre aussi accompagnement à la paix et au développement. Le maître d'œuvre et artisan de cette renaissance, c'est Alassane Rassey, fils et petit-fils de maçon. Il a dirigé les ouvriers de ce chantier unique à l'aide d'une méthode traditionnelle et d'une expertise moderne. On a mélangé les défis techniques, la maçonnerie moderne et la maçonnerie qu'on a pris avec nos ancêtres. On est très content que les architectes sont venus ici. Sinon, ils nous ont montré des choses que s'ils n'étaient pas là, on ne fera pas, on continue sur l'ancien. Donc on a appris, eux aussi ils ont appris. Sous les pieds des pèlerins reposent les saints qui ont marqué l'histoire de la cité, quand Tombouctou était l'un des plus éminents centres d'études islamiques au monde. 500 000 $ ont été investis dans cette initiative, une petite part seulement d'un projet bien plus vaste de sauvegarde du patrimoine malien. De la République malienne
La reconstruction des mausolées n'est qu'une petite partie de tout le travail qu'il y a à faire. Il y a encore à réhabiliter les mosquées, à reconstruire le monument Al-Farouk qui a été détruit à l'époque, à sauvegarder les manuscrits et aussi à Gao à réhabiliter le tombeau des Askia et à travailler sur le patrimoine immatériel et sur les musées qui sont importants. Un vaste programme de 11 millions de dollars sur 4 ans. Pour parvenir au bout de ces projets au Mali, l'UNESCO doit encore mobiliser ses bailleurs. 8 millions de dollars manquent toujours à l'appel. Aux États-Unis, l'organisation raciste du Ku Klux Klan a manifesté devant le Parlement de Caroline du Sud pour protester contre le retrait du drapeau confédéré. Un drapeau longtemps considéré comme celui du racisme et qui désormais reposera au musée. Klan, terroriste. Des slogans antiracistes pour couvrir les invectives des membres du Ku Klux Klan qui refusent de voir le drapeau confédéré relégué au musée après son retrait la semaine dernière du Parlement de Caroline du Sud. Une décision provoquée par le massacre il y a un mois de 9 Noirs dans une église de Charleston. Sur l'esplanade du Parlement, une cinquantaine de partisans du Ku Klux Klan face à plusieurs centaines d'opposants. Les deux camps s'interpellent vivement. Écoutez-moi les gars, dégagez de mon territoire, rentrez chez vous. Je dois vivre ici. Mes enfants doivent vivre ici. Vous déclarez une guerre que vous ne pourrez pas terminer. Rentrez chez vous, vous êtes une honte pour les Blancs. 2 hommes ont été interpellés par la police pour violence. Une tension qui se traduit aussi dans les discours de certains leaders. Une vie pour une vie, œil pour œil, dent pour dent. Et si vous tuez, vous devez mourir par l'épée et boire votre propre sang. Emblème des soldats du Sud pendant la guerre de sécession, le drapeau confédéré est aussi un symbole de racisme pour beaucoup d'Américains. En Caroline du Sud, il sera désormais exposé dans un musée d'histoire militaire confédérée. Un autre État du Sud, l'Alabama, l'a aussi retiré de son Parlement fin juin. Retour en page nationale, les élèves et étudiants sont quasiment en vacances, occasion pour eux de mener quelques balades et activités touristiques. Alors quels sont les sites propices aux découvertes et à la détente? Les réponses avec Antoinette Romain-Vovor et Esther Laclé. Profiter des vacances sans partir trop loin, sans trop dépenser et découvrir des panoramas exclusifs. De plus en plus de vacanciers togolais ou étrangers s'y adonnent à Lomé. En plein soleil, face à la mer, beaucoup de visiteurs savourent ces plages aménagées le long des côtes togolaises. Martello Beach est l'un de ces sites où les fréquentations continuent de battre les records. C'est un agréable plaisir pour moi d'avoir ce coin à Lomé. Avant, on se déplace à Kpalimé, un peu à l'intérieur du pays pour trouver ces coins-là. Maintenant qu'on a ces choses-là ici, c'est vraiment un atout. Paillotes, bars, restaurants, hôtels, bungalows, piscines sont en général ce qu'on peut découvrir dans ces endroits. Christina est la gérante. Elle enregistre de plus en plus de clients étrangers. Ici, il y a déjà des familles qui viennent, souvent les dimanches, les week-ends et les mercredis soirs. On a plus d'adolescents, des élèves qui viennent pour la piscine. En semaine, en soirée, c'est plus des professionnels qui viennent pour un dîner, pour une soirée, pour la musique live qu'on a le week-end. Donc, on a eu beaucoup d'Américains, d'Européens ces temps-ci. Les parcs d'attractions font également le plein. Pas besoin de sortir de la capitale pour admirer ce paysage à vous couper le souffle. Ceux qui en raffolent, ce sont surtout les enfants. C'est ouvert spécialement pour les enfants. Surtout pour cette vacances, il y a plein d'événements qui seront organisés dans le cadre pour accueillir beaucoup d'enfants. Nous aurons les kermesses et en plus plein d'activités pour la diffusion des jeux cadeaux pour les enfants. Pour les plus sportifs, le karting est le passe-temps favori. Lorsque vous êtes travailleur et que vous allez travailler du matin au soir, il va de soi que vous puissiez chercher à vous déstresser. À côté de ça, il n'en demeure pas moins que c'est un sport. C'est un sport, ça permet de suivre un tout petit peu et de se mettre en forme. L'Afrique Club est l'un des complexes qui propose ce sport au Togo.
Et la première activité qu'on a mis en pratique ici, c'est le karting, qui est un sport qui se pratique à tout âge. Donc les enfants à partir de 7 ans jusqu'à pas d'âge, il n'y a pas besoin d'avoir de permis de conduire ou autre. C'est une activité assez ludique qui permet de se divertir sur un site qui fait 550 mètres, la piste, aux normes internationales qui vont nous permettre dans un second temps de pouvoir accueillir des compétitions panafricaines, voire même internationales. L'autre profil des sportifs est celui des passionnés de chevaux et de l'escalade. Le club hippique dispose entre autres d'une trentaine de chevaux, une centaine de membres, le tout dans un décor qui n'a rien à envier au paysage de la campagne. Peut-être qu'on aime bien aussi les animaux, on a choisi de faire l'équitation. C'est une relation amicale entre l'animal et l'homme. Mais pour l'instant, on a un terrain de pétanque, on peut jouer à la pétanque. Il y a un mur d'escalade où on peut grimper sur le mur. Il y a 2 cours de squash, un terrain de volley, de beach volley. Et on peut jouer aussi au ping-pong. Il y a un terrain de jeu pour les enfants et au badminton. Ici, nous sommes à Olodj, l'une des plus grandes bases de loisirs de Lomé. C'est le dernier paradis naturel du Togo. Une usine de divertissement qui attire chaque jour touristes et vacanciers désireux de vivre un moment d'intimité avec la nature. Moment de détente également hier au port autonome de Lomé, non pas pour des vacanciers et des touristes, mais plutôt pour le personnel du port. Des jeux de cartes, de ludo, la marche au relais, le football, autant d'idées pour une journée socio-culturelle. Le compte rendu avec Robert Kotogbe et Carmen Madji à 4. Ils ont choisi des activités socio-culturelles pour marquer une pause dans l'exercice de leur métier de tous les jours. C'est une journée au cours de laquelle les agents du port autonome de Lomé, cadres et employés se fraternisent davantage autour du ballon rond, des jeux de ludo et de cartes. Vous n'êtes pas sans savoir que le port autonome de Lomé regorge beaucoup de personnes. Et donc, il est un peu difficile qu'on se connaisse. Donc, le sport est un facteur de connaissance. Le sport va faire que nous allons nous connaître, nous allons communiquer entre nous et la paix et le bonheur passera rapidement entre nous pour le bien de notre société. Les femmes ont préféré la marche au relais de 100 mètres pour cette édition 2015 de la journée socio-culturelle du PAL. Le sport a toujours fait du bien à l'organisme. Donc tout à l'heure, la course, la marche relais qu'on venait de faire nous a quand même fait du bien pour notre physique. Les 12 départements du port autonome de Lomé ayant pris part aux différents jeux ont reçu chacun des prix. L'équipe de CMS Capitaneria a enlevé le trophée mis en jeu devant son collègue des directions techniques et commerciales. Un mot encore de lutte Evala dans la Cosa avec l'autre attraction. Chaque année, depuis 10 ans, s'organise un festival à l'occasion de ces luttes. Il s'agit du FEPAC, Festival Evala en pays Kabie, un cadre d'expression culturelle et artistique. L'ouverture de l'édition 2015 avec Nestor Mozo. Le festival Evala en pays Kabie, une autre tribune culturelle lors des luttes traditionnelles dans la Kouza. Autrefois tenu sur l'esplanade de l'hôtel Kara, le FEPAC a été déplacé cette année au Palais des Congrès. Cette cérémonie d'ouverture du FEPAC édition 2015 a été consacrée au concert spirituel. Le FEPAC est organisé pour la 10e fois. Ce festival est en train de gagner en maturité et pour cette 10e édition, le FEPAC a été placé sous le signe de l'intégration. Intégration nationale et internationale. Et cette année, nous aurons le privilège de vivre donc des prestations venues d'horizons divers, tant au niveau des groupes folkloriques qu'au niveau des humoristes et des stylistes donc, de la sous-région ouest africaine.
Le FEPAC se veut donc un cadre de brassage culturel. Pour le ministre en charge de la culture, ce festival participe au rapprochement des peuples. Le brassage culturel, c'est le gage que nous avons pour lutter contre tous les extrémismes que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Des peuples qui se connaissent, qui apprécient chacun leur culture, ce sont des peuples qui s'entendent et qui ne peuvent que prôner la paix. Le FEPAC a eu le mérite depuis 10 ans de brasser les populations togolaises. Le FEPAC, c'est aussi un instrument au service des enfants. En 10 ans, ce festival a permis à 600 enfants issus de toutes les régions du pays de découvrir Kara à travers ces sites touristiques. Le festival se poursuit donc et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de la COSA. Au revoir. Le grand spectacle culturel de l'année a démarré depuis hier dans la COSA avec les luttes et voilà. Près d'une semaine de compétition dans une ambiance récréative pour permettre aux jeunes cabiais de prouver sa maturité. Ce dimanche, le chef de l'État, premier gardien de la tradition, a suivi les demi-finales à Tchitchao. Et puis ouverture demain du procès Hissène Habré à Dakar au Sénégal. Pour la toute première fois, un ancien chef d'État comparaît devant la justice africaine. L'ex-président tchadien est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture.